un environnement où il y a des médecins, et des médecins notamment, mon grand-père a été chirurgien, un des tout premiers chirurgiens du coup à l'époque au Vietnam, et il a aussi eu la chance en fait d'exercer à l'OMS, notamment pour représenter le Vietnam. Donc il avait une balance, on va dire, à la fois médecin et à la fois chirurgien, et à la fois il avait eu cette occasion de voyager énormément et d'intervenir à un niveau autre sur la santé publique en travaillant à l'OMS. Et donc ça, c'était un peu un côté qui me faisait beaucoup rêver, le fait de pouvoir justement changer ou contribuer à modifier un peu le monde tel qu'il peut être, voilà. Et quelque part, la médecine, c'était un peu une sécurité par rapport à des études autres. Parce que les études hautes, surtout quand on a 18 ans, on ne sait pas trop, on classe prépa, quelle prépa derrière, il n'y avait pas Parcoursup, mais il y avait Ravel. Donc quoi comme circuit, quelles études derrière, quel concours. Et que très bêtement à l'époque aussi, on m'avait dit ce sera peut-être plus facile d'arriver à ce que tu veux en faisant de la médecine. Puis arriver en médecine, ça a été la déception. Parce que j'étais habituée justement à la singularité de la relation et de la discussion avec mes profs. Et que en concours de médecine, effectivement, c'est un peu angoissant au sens humain. Parce que je trouve qu'on nous forme finalement à devenir des gens très individualistes, à être en capacité de bachoter, d'apprendre par cœur et d'être au maximum de la concurrence, on va dire. J'étais partie sur psychiatrie en me disant, voilà, toujours avec l'image un peu d'Épinal de la médecine c'est chouette, on soigne les gens, on fait du bien aux gens, etc. C'est-à-dire qu'en fait en psychiatrie, on peut être amené à être finalement dans des endroits où les patients, on leur parle pas vraiment, où on est plutôt sur la notion de camisole chimique. Donc ça, je trouvais que c'était extrêmement violent. Et donc derrière ça, on va dire dès la deuxième année, je me suis dit bon, ça sera pas ça. Mais ça sera plutôt une spécialité, ça sera plutôt quelque chose de clinique et ce sera plutôt quelque chose où je pourrais avoir un contact, on va dire, avec le patient et pas une spécialité, pas en opposition avec une spécialité clinique pure comme la chirurgie. Et après, pourquoi la dermatologie ? Je voulais faire médecine interne en fait. J'ai passé l'internat en me disant c'est médecine interne parce que médecine interne c'est un peu la super médecine générale. Et c'était l'idée de justement pouvoir avoir une spécialité ou une expertise qui faisait qu'on pouvait aider au diagnostic de choses dont les gens n'auraient pas eu idée. Et puis dans mon dernier stage d'externe, après l'internat, j'étais en dermatologie. Et j'ai trouvé que les dermatologues étaient vraiment cool. Ils étaient sympathiques, ils faisaient plein de choses, ils étaient très loin de la caricature que je me faisais, en tout cas de la dermatologie. C'est-à-dire qu'en fait, dermatologie, je pensais que c'était que de l'acné et de la dermatologie, on va dire, en ville. Et puis c'est pas plus dégradant, parce qu'on verra après que j'ai fait aussi, j'ai remplacé, et j'ai trouvé que c'était au contraire vraiment bien. Et en fait, je me suis dit, c'est sympa, ils ont l'air bien, c'est un peu comme des super internistes, mais que dans une discipline, la dermato. Et c'est vrai que quand on sait pas, on appelle le dermato et il vous dit, c'était ça. Et voilà, c'était le truc où finalement ça m'a bien plu, ce clivage entre ce qu'on pouvait penser des dermatologues et ce que c'était. Et puis l'autre côté, c'est aussi ce clivage qui m'a plu, c'est-à-dire que quand t'es dermato, on ne prend pas au sérieux. Et donc c'est sympa qu'on ne prenne pas au sérieux, parce que quelque part, comme on ne te prend pas tellement au sérieux, parce que c'est pas une spécialité, forcément, sur le coup, on dit il y a un risque vital, et quand tu fais le diagnostic d'une fascite nécrosante ou quand tu mets en évidence une maladie autre alors qu'on était parti sur une, c'est extrêmement intellectuellement valorisant. Et donc voilà, il y a ce côté évidemment à la fois, le côté désagréable c'est qu'on peut ne pas te prendre au sérieux et qu'on va se dire les dermatologues, ils veulent finir tôt, ils veulent partir faire de l'esthétique, etc. C'est tout le clivage, alors que c'est pas vraiment ça non plus. Et que je pense que l'internat de dermato, ça fait partie d'un des internats qui est au contraire, comme c'est très les stages sont très hospitaliers, ça c'est un reproche que font souvent les internes de dermato au service, c'est que c'est pas ça la dermato. La dermato c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus divers que simplement les hôpitaux, mais en tout cas les stages sont extrêmement lourds et qu'il y a une très grosse aussi précarité parce qu'il y a énormément de patients avec des dermatoses mais qui sont du coup dans un contexte social un peu précaire, etc. Et donc pas du tout, ou des gales ou des maladies sexuellement transmissibles. Donc je veux dire, on est très 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 loin de l'image que l'on se fait du dermatologue avec les blouses roses dans Grey's Anatomy, quoi, par exemple. Donc moi j'aimais bien la dermatologie, et après j'avais comme mission, on va dire, de pouvoir réfléchir à intégrer une nouvelle pratique, parce que c'est pareil, comme je suis un peu un dinosaure, on va dire, par rapport à vous, j'ai vu aussi les smartphones arriver, puisque en 2008-2009,
tout le monde n'avait pas un smartphone. Et puis maintenant, tous les externes, tous les internes ont des smartphones. Donc je veux dire, quand j'étais interne ou quand j'étais chef, il fallait demander aux gens de prendre une photo avec leur téléphone, avec leur appareil photo numérique, parce que j'ai aussi connu le moment où en fait interne, c'était un photographe qui passait dans les services pour prendre en photo les gens et les mettre dans les bandes d'images. Donc autant vous dire que quand on appelle le photographe pour faire des photos, c'est pas autant de photos que ce qu'on fait aujourd'hui avec nos propres appareils ou avec les appareils numériques. Donc j'ai connu cette intégration du numérique à ce moment-là. Enfin, je veux dire, c'était... Bon, c'est vrai qu'en 2002, t'as déjà... Enfin, moi, j'ai passé mon interne en 2002. En 2002, t'as pas mal de gens qui ont des appareils photo numériques, mais t'as pas forcément c'est des usages hospitaliers, etc. Tout le monde n'a pas forcément son téléphone ou son appareil numérique. Et en fait, on a vu, notamment sur les avis d'expertise, à un moment donné, il n'y avait que des mails. Après, il y a eu mail plus photo, avec justement des gens qui prenaient des photos avec un appareil qui chargeait, puis avec les premiers appareils Ericsson ou autres qui prenaient des photos, et puis après il y a eu l'avènement des smartphones. Et quand on a vu l'avènement des smartphones arriver, on s'est dit mais il y a un truc vraiment à faire sur cette histoire de télémédecine. Et peu de temps avant, 2 ans avant, il y avait eu le décret de télémédecine, donc en fait on était un peu tard par rapport à la mise en place du décret, parce qu'on n'était pas du tout pilote en télédermatologie, mais du coup ça a été un véritable enjeu que de se dire comment intégrer toute cette activité sauvage, toute cette activité qui ne semble pas en être une, parce que souvent les gens ils disent voilà, la télédermato c'est facile parce qu'ils prennent une photo, ils envoient des photos, et ils croient qu'on peut raisonner comme ça hyper rapidement, et parfois c'est le cas, et parfois non, et de rencontrer d'autres gens, de m'ouvrir, parce qu'il y avait toujours ce côté, la médecine c'est bien, mais j'avais un peu finalement... dans arrière-pensée, comment être utile, comment faire quelque chose différemment, et donc ça a été l'opportunité de faire un cursus chez les ingénieurs. Et autant la médecine, c'est tout ce qui m'a apporté l'empathie, la contextualisation des informations, le fait de digérer les informations et nos connaissances au regard d'une personne et de pouvoir mettre une singularité. Autant, j'avoue, les ingénieurs m'ont plus appris à bien raisonner, à poser les problèmes, et ne pas aller forcément les résoudre que de manière instantanée et plus dans la durée. En fait, plein de choses se projettent. D'abord, il y a les cursus qui sont quand même très scolaires, très formatés, qui poussent vers quand même plutôt des attitudes un peu individualistes. On est individualiste en P1, on est individualiste après un peu moins quand on est étudiant, mais bon, quand même à l'internat, c'est quand même le concours, c'est quand même les voisins qui ne l'ont pas et moi je dois avoir le concours. Après, quand on est interne, en fait, il y a encore cette concurrence de qui va avoir le poste de chef ailleurs, etc. Et puis c'est vrai qu'en fonction des moments, il y a plus ou moins plus de postes que d'autres. Et puis c'est toujours un peu comme ça, jusqu'à la limite qu'on arrive dans une équipe et que peut-être on se pose un peu plus, quoi. Donc il y a quand même ça. Et à côté de ça, il y a beaucoup de connaissances à avoir, donc il faut être méthodique dans sa manière d'apprendre. Mais on va dire que on ne t'apprend pas nécessairement tout de suite à te poser, on t'apprend évidemment à apprendre beaucoup de choses, mais je trouve que la contextualisation de tout ce que tu apprends, tu ne l'apprends que très tard, c'est-à-dire interne, pas du tout externe. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire qu'en fait, les externes, quelque part, ils ont plus intérêt à rentrer, bosser leur QCM chez eux ou leurs cours ou leurs leçons, plutôt que d'aller en stage, et ça, c'est un peu dommage. Parce qu'après, tu vois réapparaître ceux qui ont été les meilleurs à ce jeu-là, comme interne. Or, interne, tu te prends quand même des claques à ce niveau-là. La télédermato, j'en fais tous les jours. L'avantage de la télédermato, c'est que tu peux en faire de partout. J'ai pas besoin d'être dans ce bureau, je peux être n'importe où ailleurs et donc faire autre chose et à un moment donné me consacrer à faire les avis sur photo. Donc ça, c'est quand même une grande particularité. Après, j'ai des consultations présentielles. J'assure une réévaluation des patients après leur passage en consultation d'urgence, donc rapide, en dermato, donc ça c'est une fois dans la semaine, et une consultation d'urgence aussi pour toujours avoir en prise justement, et pas être que sur des photos numériques, des patients, des gens qui justement qui n'ont pas de rendez-vous et qui viennent consulter directement dans le cadre d'urgence. Donc typiquement, tu vois, j'ai les mains et la tête complètement dans le discours des patients à dire qu'ils ne trouvent pas de dermato, qu'ils ne trouvent pas d'offre de soins, que c'est compliqué, que c'est cher, que c'est mal organisé, etc., etc. Et donc je vois qu'évidemment il y a une certaine souffrance de leur part parce qu'en fait les patients ils ne sont pas là par plaisir d'attendre des heures dans des services d'urgence. Ils le sont parce qu'ils n'ont pas le choix ou parce qu'ils ne savent pas ou qu'ils sont mal informés. Et donc ça, c'est un gap assez important qu'il faut justement combler et que c'est notre mission pour le coup dans des structures publiques. On a la capacité à pouvoir générer ça. Et puis l'autre partie,
c'est d'animer une chaire en fait, qui est une chaire avenir santé numérique, et c'est un écosystème avec des chercheurs d'autres disciplines qui s'intéressent notamment à justement aux impacts du numérique, de l'intégration du numérique dans le quotidien de la santé. Donc ça peut être très bien aussi sur de la télédermatologie, que pour de la prévention des maladies cardiovasculaires chez le patient diabétique. Et donc dans ce cadre-là, j'échange pas mal avec d'autres chercheurs, des sociologues, des épidémiologistes, voilà, des ingénieurs. Donc j'ai beaucoup gardé de liens avec mes collègues ingénieurs. Et puis une autre partie, ça va être des autres tâches, c'est effectivement de temps en temps à l'enseignement aussi, et puis d'essayer d'animer un groupe de travail sur la télédermato au niveau national. Et donc par ce groupe de travail là, on essaie à travailler sur justement les modalités de structuration, d'organisation, de visualisation de ce que c'est que la télédermato. Et tu vois, par exemple, ça m'a conduit à faire un petit film sur iMovie. Donc c'est comme quand un médecin s'amène à tout, quoi. Faut être polyvalent. C'est pas facile au quotidien de tout conjuguer. Ça, je le dis pour nos jeunes collègues filles. C'est pas facile d'être une fille. Et après, il faut être solidaires les unes avec les autres parce qu'il faut tout faire quelque part à un moment donné. Donc il faut mettre des choix de priorité. Après, les filles, elles sont capables de hiérarchiser justement ces ordres de priorité, et ça permet aussi de temporiser les frustrations, on va dire, de ça ne va pas assez vite. Donc ça, c'est plutôt un avantage pour les femmes. Mais voilà, c'est pas facile de tout conjuguer. Il faut pas dire on peut tout faire. Et il faut clairement dire à certains moments aussi aux plus jeunes, il faut faire des pauses, il faut être capable de mettre un peu d'espace, etc. On s'étonne qu'il n'y ait pas plus de femmes qui fassent des gardes, mais en même temps, travailler tard le soir, s'il n'y a pas de mode de garde, ça va être compliqué. Voilà, donc non, je pense qu'on ne peut pas pratiquer la médecine telle qu'elle nous a été enseignée avant, c'est sûr. On a besoin d'avoir plus de souplesse dans notre emploi du temps. Ça c'est une certitude, et donc voilà, donc ça c'est pas un avantage. Mais l'avantage d'être une femme, c'est que l'environnement est plus rond et plus doux. Moi personnellement, avec la télédermatologie, ce qui me plaît, c'est de me dire, voilà, je suis à un croisement de la modification de ma profession, parce que la dermato, plus que peut-être d'autres spécialités, est obligée d'intégrer le numérique, ne serait-ce que dans ses pratiques quotidiennes, parce qu'il y a moins de dermatologues, il n'y a pas de temps de voir tous les dermatologues, les patients ont tendance en plus à pas mal regarder sur internet, se prendre en photo, etc. Donc du coup, l'intégration même du numérique dans les maladies dermatologiques, c'est important. Et donc c'est vrai que tu te dis que tu as une spécialité où tu as un peu... Voilà, c'est comme quand tu avais la découverte un peu du scanner. Alors c'est pas que ça va nous changer notre manière de faire, mais si quelque part ça va changer, innover nos pratiques. Ça donne du pouvoir, le numérique, c'est que ça donne un pouvoir d'information, d'améliorer l'information et la communication entre le patient et son médecin. Et donc ça prolonge la discussion. Notamment si tu parles des applications, de la pratique en suivi, d'utiliser la télémédecine en suivi. Ça te permet un peu de prolonger aussi la relation parce qu'il va récupérer des informations que tu lui auras données, etc. Donc ça ne s'arrête pas à un instantané, à un tenté d'une consultation de 15 ou 20 minutes. Et puis de l'autre côté, ça permet aux médecins parfois, sur des diagnostics plus rapides, de se laisser plus de temps pour d'autres choses. Je pense que ça va dans un mouvement du temps c'est pas vrai que si on avait plus de temps, on passerait plus de temps en consultation avec nos patients non plus. Puisque les patients ne sont pas les mêmes qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Ils sont beaucoup plus éclairés, beaucoup plus informés, peut-être parfois mal, mais ils arrivent déjà avec leur listing d'informations qui ont déjà été glanées sur leur maladie ou autre. Donc non, je crois pas. Il faut aller plus loin que la photo de départ, quoi. Il faut aller beaucoup plus loin que la photo de départ. C'est-à-dire que la photo de départ, c'est vrai, on se dit concours, machin, docteur, voilà. Que la médecine, c'est très exigeant parce qu'en réalité, c'est un des seuls métiers qui nécessite qu'on ait un apprentissage permanent et une remise permanente en fait des connaissances. Et c'est pour ça que quelque part, c'est ennuyeux peut-être, mais on est obligé de faire des DPC, on est obligé de faire des FMC. C'est un peu triste qu'on ait été obligé de mettre des obligations de formation, mais c'est la réalité, c'est qu'en fait, c'est très exigeant comme métier, ça innove beaucoup. Donc si tu veux être bon tout le temps, tu peux pas. Et donc il faut être exigeant vis-à-vis de ça, être patient, et il faut aller plus loin en fait que simplement ce qu'on se fait comme image, et il faut avoir la capacité de s'ouvrir. Et c'est vrai que moi je trouve que les futures perspectives, notamment de pouvoir faire croiser les parcours et d'aider les étudiants à aller un peu vers autre chose, c'est quand même un super enjeu, parce que je trouve que sinon on forme des médecins trop rigides, et pas du tout plastiques, et pas du tout agiles,
et pas du tout apte en fait à conduire les changements qui sont amenés à être faits, notamment avec l'irruption de nouvelles technologies, de nouvelles pratiques dans la médecine. Souvent, la question qu'on se pose, c'est comment on voudrait être soigné dans 10 ans. Je pense qu'on aura une spécialité, alors, on aura des exercices de plus en plus techniques, et que ce qu'il faudra apprendre aux gens, aux étudiants, c'est justement d'être en capacité de digérer les informations qu'on pourra avoir, de miner une source, mais d'être critique et d'être capable, contrairement, parce qu'ils seront toujours moins forts qu'un algorithme d'ordinateur, mais d'être capable de justement redigérer l'information et la contextualiser pour le patient. Et donc, si une chose est sûre, c'est qu'on aura sûrement forcément plus de technologie, donc ça devrait contribuer à forcément faciliter, on va dire, la prise en charge ou le soin, et que quelque part, ce qu'il va falloir mettre dans tout ça, c'est un peu plus d'humanité physique. Et donc de les former à un peu plus d'empathie et à être un peu plus justement souple dans les choses. Alors après, le message noir, ce serait de dire, ben voilà, probablement que aussi dans 10 ans, il y aura eu des questions éthiques qui ont été discutées. Est-ce qu'on soignera tout et tout le temps et tout partout, comment, tout le monde ? Je pense que ces questions-là, elles ont cheminé un peu dans la société. Elles ont peut-être été tranchées par d'autres gens que des médecins, par des philosophes, par la société. Et que c'est vrai que la médecine, elle coûte de plus en plus cher et que probablement qu'à un moment donné, il y aura une rationalisation des coûts ou autre. Et que ces discussions-là, il faudra les avoir. Et peut-être qu'on ne pourra plus, comme on fait aujourd'hui non plus, donner l'impression qu'on soigne tout le monde tout le temps. Mais je crois qu'on arrive aussi un peu au bout d'un système actuellement. Pourquoi par exemple ne pas être devenu un chef de projet ou ingénieur ou start-upeuse ou entrepreneur par exemple en ayant... parce que c'est vrai qu'en étant médecin, quand tu côtoies... en tout cas dans mon cursus j'ai côtoyé pas mal de types de professions différentes. Et parce que je pense qu'à titre personnel, là où je suis moins mauvais, c'est dans la digestion de tout ça. Voilà, c'est dans la digestion de tout ça pour en enrichir ma pratique médicale. Je suis pas sûre que je serai un très bon chef d'entreprise, mais ça ne veut pas dire que peut-être à un autre moment je ne le serai pas. Un enseignant-chercheur pur, probablement que non, ça me manquerait trop aussi le contact avec le réel patient. Quant à faire que de la politique par exemple, ou par exemple travailler dans des organismes de décision comme des ARS ou autres, j'aurais l'impression quelque part d'être trop loin aussi du terrain. Et que je pense qu'aujourd'hui, là où on est plus utile, enfin en tout cas moi à titre personnel, c'est de mettre à profit tout ce que j'ai eu la chance en fait, et toutes les rencontres que j'ai pu faire pour pouvoir pratiquer la dermatologie quoi, et la permettre qu'elle soit, on va dire, dans cette innovation-là, ou dans cette future pratique, diffusée au plus grand nombre de dermatos, quoi.